J'ai 71 ans. J'ai travaillé 43 ans dans la même entreprise. Je me levais avant le soleil. Je rentrais après la tombée de la nuit. Je n'ai jamais manqué un remboursement de prêt immobilier. Je n'ai jamais pris de vacances de plus de 4 jours. Et je suis parti à la retraite avec 38 000 dollars en banque. 2 dollars de moins que la facture d'hôpital de ma femme. On nous dit qu'à 60 ans, il faut ralentir, que le temps de construire de la richesse est passé, que votre rôle désormais est de préserver ce qu'il reste. C'est le plus grand mensonge que le système financier ait jamais raconté à votre génération. La vérité que j'ai apprise à 68 ans, tard dans la nuit, avec 2 feuilles sur la table de ma cuisine, c'est que l'homme de 60 ans n'a pas moins à offrir. Il a plus. Il a des décennies de connaissances réelles, le genre qu'aucune université n'enseigne et qu'aucun stage de week-end ne vend. Le problème n'a jamais été votre âge. Le problème, c'est que personne ne vous a jamais appris quoi faire avec ce que vous savez déjà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous croyez encore que votre meilleur chapitre financier est derrière vous, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire ci-dessous. Parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo n'est pas une promesse, c'est une preuve. Et j'ai besoin que vous soyez là pour la voir. J'ai 71 ans. Et il y a quelque chose que je dois vous dire sur l'argent que personne ne m'a jamais dit. Ni mon père, ni mon employeur. Pas une seule personne en 43 ans de travail. Mais je vais trop vite. Laissez-moi commencer là où ça commence vraiment. J'avais 19 ans le matin où mon père m'a conduit à l'usine pour mon premier jour. Il ne disait pas grand-chose sur la route. Ce n'était pas un grand bavard. Mais quand on s'est garé, il a montré le bâtiment du doigt. Cette immense structure grise. De la fumée qui s'en échappait même en été. On l'entendait avant de la voir, ce bourdonnement mécanique grave qui ne s'arrêtait jamais, même à l'heure du déjeuner. Il a pointé son doigt et il a dit « Ce bâtiment prendra soin de toi si tu prends soin de lui ». C'était tout. C'était mon éducation financière. Et je l'ai cru. Je l'ai cru sans poser de questions, comme on croit son père à 19 ans quand on ne sait pas encore quelles questions poser. J'ai franchi ses portes et j'ai senti l'odeur, l'huile de coupe, les copeaux de métal, la chaleur particulière des machines tournant à plein régime, et quelque chose dans ma poitrine s'est posé, comme si j'avais trouvé l'endroit où j'étais censé être. J'ai confondu cette sensation avec la sécurité. Pendant 43 ans, j'ai confondu cette sensation avec la sécurité. Je n'étais pas imprudent. Je veux que vous compreniez ça. Je ne jouais pas. Je ne dépensais pas mon argent à boire. Je payais mon prêt immobilier chaque mois. J'ai élevé 3 enfants. J'ai mis de la nourriture sur la table sans jamais flancher, même pendant les années difficiles. Et il y avait des années difficiles. En 1987, j'ai eu une vraie augmentation, passée à 16,80 $ de l'heure. Ma femme et moi sommes allés dîner dans un restaurant avec des nappes blanches pour fêter ça. Je me souviens m'être dit qu'on avait enfin réussi quelque chose. 3 semaines plus tard, le chauffe-eau a explosé. L'augmentation était partie avant que j'encaisse le deuxième nouveau chèque. Et c'est devenu le schéma. Une augmentation, puis un besoin qui l'engloutissait, à chaque fois. Après un moment, j'ai arrêté de fêter les augmentations. J'attendais que quelque chose arrive pour la prendre. Une réparation de toiture, des appareils dentaires, une voiture d'occasion pour mon fils. J'étais fier de gérer tout ça. J'aurais dû l'être, mais je m'appauvrissais aussi lentement. Et j'appelais ça la stabilité. Chaque année, le relevé de retraite arrivait dans une enveloppe blanche. D'aspect officiel, papier épais, le genre d'enveloppe qui a de l'autorité. Je l'ouvrais, je voyais un nombre à 5 chiffres. Je le remettais dans le tiroir. Je n'ai jamais fait un seul calcul. Pas une fois. Je faisais confiance à cette enveloppe comme on fait confiance à un médecin en blouse blanche. L'apparence de compétence se substituant à la compréhension réelle. Quelqu'un avait un plan pour moi. C'était le contrat. Je me souviens d'avoir signé le formulaire d'adhésion à la retraite en 1979. 2 pages. Petit caractère. Le contremaître attendait derrière moi. Il y avait un stylo enchaîné au bureau. J'ai signé mon avenir financier en moins de 45 secondes avec un stylo enchaîné. Je n'ai plus jamais regardé ce document. Il y avait un homme à l'usine, Denis, un bon travailleur. On avait déjeuné ensemble pendant 20 ans. Il a pris sa retraite à 62 ans et a acheté un bateau. J'ai désigné Denis comme mon père avait désigné le bâtiment. J'ai dit à ma femme, « Tu vois, on fait le temps, on a la récompense. »
Je n'ai appris que des années plus tard que la femme de Dennis avait hérité de l'argent. Le bateau n'était pas la retraite. La retraite couvrait à peine ses taxes foncières. Dennis ne me l'avait jamais dit, et je n'avais jamais demandé, parce que demander aurait voulu dire savoir, et savoir aurait exigé de faire quelque chose. Alors j'ai continué à ne pas demander, à ne pas regarder, à me pointer. Je suis parti à la retraite un vendredi d'octobre. J'ai serré des mains. Quelqu'un a apporté un gâteau avec mon nom dessus. Je suis rentré chez moi avec une carte signée par 83 personnes et 43 ans de certitude que j'avais tout fait comme il fallait. 6 semaines plus tard, je suis allé au distributeur retirer 200 $. La machine m'a donné 160 et un ticket. Je suis resté dans ce parking à regarder le solde sur ce petit bout de papier thermique et j'ai pensé: il faut que je relise ça. Je dois regarder le mauvais compte. Je l'ai plié en 4 et mis dans la poche de ma chemise au lieu de le jeter. Je l'ai gardé pendant 3 jours. Toutes les quelques heures, je le sortais et le dépliais. Le chiffre ne changeait jamais. Le chiffre sur ce ticket était 4 214 $. C'était tout. C'était la somme totale, après 43 ans. Ah, je n'ai rien dit à ma femme ce jour-là. Je suis entré, j'ai accroché ma veste et je me suis assis dans la cuisine comme si rien ne s'était passé. Elle faisait de la soupe. Toute la maison sentait bon. Je me suis assis là à la regarder remuer cette casserole et j'ai pensé: elle sait déjà. Elle avait vu les relevés. Elle comprenait les calculs que je m'étais refusé à faire. Ces larmes le jour de ma retraite. Je vous avais dit que je croyais que c'était des larmes de joie. Ce ne l'était pas. Pas entièrement. Elle avait peur. Elle m'aimait juste trop pour le dire en premier. Les appels ont commencé quelques mois après. Je me disais que c'était des démarcheurs. Ce n'était pas toujours des démarcheurs. Il y avait des factures que j'empilais face contre le bureau, pas dans la poubelle, juste face contre le bureau, comme si ne pas pouvoir lire le montant les rendait pas tout à fait réels. Je passais devant cette pile 6, 7 fois par jour, sans jamais la toucher, sans jamais la retourner. Je passais juste devant et je la sentais là, comme on sent une dent abîmée avec la langue. On y revient sans arrêt. On ne peut pas s'en empêcher. J'ai commencé à mal dormir. Ce genre particulier d'insomnie où l'on est réveillé à 2 heures du matin à faire des calculs dans le noir. Je restais couché à additionner des choses, à soustraire, à additionner encore en espérant un résultat différent. Ce n'était jamais différent. Le supermarché a été le pire. Je ne sais pas pourquoi c'est là que ça m'a le plus touché, mais c'était là. Rayon céréales. Mardi matin. Le magasin calme. Que des retraités et de jeunes mamans. Je tenais une boîte de flocons d'avoine. 4,79 $. Et je ne me demandais pas si je pouvais me le permettre. Je calculais, si j'achète ça, je ne prends pas le jus d'orange. Si je ne prends pas le jus d'orange, j'ai le pain, mais pas le café. J'avais passé 30 ans à calculer des tolérances au millième de millimètre sur des machines qui valaient plus que la plupart des maisons de ma rue. Et maintenant, je faisais des maths sur de l'avoine. Mes mains tremblaient. Un jeune de 18 ans au rayon m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour trouver quelque chose. J'ai dit que je réfléchissais. Il m'a regardé comme les gens regardent les vieux hommes qui restent trop longtemps immobiles tout seuls. J'ai remis les flocons d'avoine. Je suis rentré chez moi avec un chariot presque vide et une histoire déjà préparée pour quand ma femme me demanderait comment s'étaient passées les courses. Mon fils Michael a appelé un dimanche. C'est un bon garçon. Il s'en sort bien. Il a dit: papa, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je l'ai coupé. On va bien, Mike. Vraiment. Il a marqué une pause. Il savait. Je savais qu'il savait. On a fait semblant qu'il ne savait pas. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur pendant longtemps. Un homme qui a passé toute sa vie à subvenir aux besoins de ses enfants ne devient pas facilement celui qu'on aide. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est l'identité. Tout mon sens de qui j'étais, construit sur 5 décennies, c'était l'homme qui gérait les choses, qui n'avait pas besoin d'être secouru, qui se pointait. Je ne pouvais pas lâcher ça. Alors j'ai menti à mon fils et je me suis dit que c'était de la dignité. Je n'ai pas parlé de la proposition de Michael à ma femme pendant 3 mois. 3 mois que j'aurais pu passer à construire quelque chose. 3 mois qu'elle aurait pu passer à moins s'inquiéter. Ce silence a été la chose la plus chère que j'ai jamais achetée. Entre-temps, son genou empirait. Elle le ménageait depuis 2 ans. Elle avait changé sa façon de marcher. Elle grimaçait dans les escaliers quand elle croyait que je ne regardais pas. Je savais. Elle savait que je savais. Aucun de nous deux ne le disait, parce que le dire signifiait parler de la facture, et parler de la facture signifiait admettre ce qu'il y avait dans le compte. J'entendais parfois le bruit qu'elle faisait en haut des escaliers, ce petit souffle bref et aigu qu'elle laissait échapper, juste une seconde
secondes, puis elle se reprenait et continuait. Je restais en bas à l'écouter et je ne disais rien. Ce bruit, ce petit souffle, c'est ce que ma fierté a coûté. Pas en dollars, en ça. À regarder la femme qui avait pleuré le jour de ma retraite ménager un mauvais genou pendant 2 ans parce que je ne pouvais pas me résoudre à dire 3 mots. On a besoin d'aide. 3 mots. Et je ne pouvais pas les dire. C'est le genre de honte particulière pour laquelle personne ne vous prépare. Pas la honte d'avoir échoué, la honte d'avoir été silencieux pendant que ça arrivait. 43 ans de silence ancré si profondément dans une habitude que je ne le reconnaissais même plus comme un choix. Ça ressemblait juste à qui j'étais. Et qui j'étais, il s'avérait, manquait de temps. La facture est arrivée un jeudi. L'opération du genou de ma femme, nécessaire, enfin faite. L'assurance en avait couvert la majeure partie. Le solde restant, 1849 $. Cette même semaine, je fouillais dans le classeur, le vieux classeur en métal dans la chambre d'amis, celui que je n'avais pas ouvert correctement depuis des années, et j'ai retrouvé mon dernier bulletin de salaire de l'usine. Salaire net, 43 ans à me pointer avant le lever du soleil, 1847 $. J'ai apporté les 2 feuilles à la table de la cuisine. Je les ai posées côte à côte. Je les ai regardées longtemps. 2 $. 2 $ séparaient tout ce que j'avais donné de tout ce que je devais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté assis dans ce silence particulier qu'une cuisine a à 2 heures du matin. Le bourdonnement du réfrigérateur, la maison qui se tasse, le café qui refroidit dans la tasse à côté de moi. Je l'avais préparé par réflexe. Je n'en ai pas bu une gorgée. J'ai trouvé un trombone dans le tiroir à bordel. Il était légèrement rouillé. J'ai attaché les 2 feuilles ensemble, les ai mises dans une enveloppe Kraft et j'ai rangé cette enveloppe dans mon tiroir à chaussettes. Je n'ai pas pu la regarder à nouveau pendant 2 ans, mais je ne pouvais pas non plus la jeter. Je veux vous dire honnêtement ce qui s'est passé ensuite. Parce que les gens veulent vous dire qu'il y a eu un matin où ils se sont réveillés inspirés, qu'ils ont vu la lumière, qu'ils ont eu une révélation. Ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est de la colère. Pas une colère chaude et bruyante, une colère froide, le genre qui s'installe derrière le sternum et ne bouge plus. J'ai commencé à lire, pas des livres de développement personnel, je ne supportais pas leur langage. Des livres sur le fonctionnement réel de l'argent, les intérêts composés, les actifs par opposition aux passifs. Le revenu passif, des choses qui ont des noms, des choses qui obéissent à des règles, des choses que quelqu'un quelque part comprenait et que personne n'avait jamais pensé à m'expliquer. Et en lisant, je l'ai senti, cette fureur froide et clarifiante. Pas contre une personne, contre un vide. Personne ne m'avait menti. Je veux être clair là-dessus. Personne ne s'était assis avec moi pour me dire quelque chose de faux. Il ne m'avait juste jamais dit le reste. Mon père m'avait appris à travailler. Mon employeur m'avait appris à me pointer. Et l'espace entre travailler et construire, cet espace, personne ne me l'avait jamais fait traverser. Pas une seule fois en 68 ans. Et j'ai décidé quelque chose, assis dans le coin du fond de la bibliothèque à 3 rues de chez moi. La lumière de l'après-midi passant par la fenêtre, le dos douloureux et moi sans bouger quand même. On ne peut pas avoir honte d'une leçon qu'on ne nous a jamais donnée. Mais on peut décider, à 68 ans, avec une colère froide, un trombone rouillé et un écart de 2 $ dans un tiroir à chaussettes, que la leçon commence maintenant. J'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit toute l'idée. Prendre 43 ans d'usinage, chaque tolérance, chaque protocole de sécurité, chaque technique que j'avais dans les mains et en faire quelque chose d'enseignable, quelque chose qui pourrait vivre sur un écran, quelque chose qui pourrait atteindre de jeunes ouvriers qui étaient exactement là où j'avais été à 19 ans, entrant dans une usine, fière et complètement non préparée. Elle m'a regardé un long moment, puis elle a dit « Harold, tu en sais plus là-dessus que n'importe qui que j'ai jamais rencontré. » C'était tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais la façon dont elle l'a dit, comme si elle attendait que je me souvienne de quelque chose que j'avais oublié sur moi-même, c'était le moment où l'idée a cessé d'être une idée. J'ai écrit le premier jet sur des bloc-notes jaunes. Je ne possédais pas encore d'ordinateur portable. Page après page, tout ce que je savais. Ma petite fille Lily m'a regardé un week-end remplir page après page et m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit que j'écrivais tout ce que je savais. Elle a dit « Ça va faire beaucoup de pages. »
Papy, 9 ans, implacable comme la météo. J'ai gardé cette phrase comme une monnaie pendant les 6 mois qu'il a fallu pour terminer. L'ordinateur portable est venu ensuite. Et je vous dirais, apprendre à utiliser un trackpad à 68 ans avec des mains d'usineur, c'est sa propre éducation particulière. J'ai pesté contre cette machine d'une façon dont je n'avais plus pesté depuis le sol de l'usine. Puis, j'ai continué, parce que quelque chose était en train de changer. Lentement, puis plus si lentement, les pages se remplissaient. Et pour la première fois depuis longtemps, autre chose aussi se remplissait. Je ne vais pas vous dire que je suis devenu millionnaire, ce n'est pas mon histoire. Et je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui vous raconterait cette histoire en 3 ans. Vous avez entendu ces histoires? Vous savez ce qu'elles sentent? Voici ce qui est vrai. J'ai pris la seule chose que j'avais, la seule chose que personne ne pouvait saisir, ne pouvait pas reprendre, ne pouvait pas toucher, et je l'ai transformée en quelque chose. 43 ans d'usinage, des tolérances, des protocoles de sécurité, le genre de connaissances qui ne vivent pas dans les livres. Elles vivent dans vos mains, dans votre corps, dans les 10 000 petites décisions que vous prenez sans réfléchir parce que vous les avez prises tellement de fois qu'elles sont devenues instinctes. Ce savoir n'a pas disparu quand l'usine a fermé. Je ne savais juste pas encore qu'il avait un autre genre de valeur. Ma petite fille Lily m'avait dit que ça allait faire beaucoup de pages. Elle avait raison. L'accord de licence est arrivé un mardi après-midi. Une société de formation. Ils voulaient utiliser mes supports de cours pour leur programme d'apprentissage. Frais mensuels, récurrents, que je me lève ou non. J'ai relu l'email de confirmation 4 fois, puis je l'ai imprimé. Je sais que ça paraît étrange, imprimer un email, mais j'avais besoin de le tenir. J'avais besoin de sentir le poids de quelque chose de réel dans mes mains. Le papier est sorti de l'imprimante chaud. Je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai tenu avec précaution, comme on tient quelque chose qu'on ne croit pas encore nous appartenir. Ce montant mensuel, je ne vais pas vous dire qu'il était spectaculaire. Il ne l'était pas, mais j'ai fait le calcul. Le calcul que j'aurais dû faire 40 ans plus tôt. Et ce que j'ai calculé, c'est ceci. Pour la première fois de ma vie adulte, de l'argent arrivait que je n'avais pas échangé contre des heures. Je n'avais pas pointé à l'entrée. Je n'avais pas pointé à la sortie. J'avais construit quelque chose, et ça tournait sans moi. C'est une sensation que je ne peux pas tout à fait mettre en mots. Après 68 ans, je n'ai pas encore le vocabulaire pour ça. Mais j'y travaille. Le mois dernier, ce revenu était supérieur à mon dernier chèque de paie à l'usine. J'étais assis sur la terrasse de derrière quand c'est arrivé, à regarder les oiseaux à la mangeoire que ma femme avait installée le printemps dernier. Elle ne travaille plus, je veux que vous entendiez comment je dis ça. Elle ne s'est pas arrêtée parce que je lui ai dit de le faire. Elle s'est arrêtée parce qu'elle l'a choisi. Un samedi matin, devant son café, elle a dit qu'elle allait arrêter, pas en demandant, en annonçant, comme la météo, comme si c'était déjà décidé et qu'elle m'en informait simplement. C'est la différence, c'est toute la différence, là. Avant, ce que je gagnais déterminait ce qu'on pouvait faire. Maintenant, ce qu'on génère détermine ce qu'elle choisit. La distance entre ces deux choses, c'est la distance entre toute ma vie et ces 3 dernières années. L'enveloppe Kraft est toujours dans mon tiroir à chaussettes. Je la sors parfois, pas souvent. Les bords ont ramolli à force d'être manipulés. Le trombone a laissé une tache de rouille dans le coin. Je l'ouvre, je regarde les 2 documents, le bulletin de salaire et la facture à 2 $ près, et je ressens quelque chose qui n'a pas de nom précis, pas de la fierté, pas du chagrin, quelque chose qui se pose juste entre les deux, la reconnaissance qu'un homme peut arriver à la fin d'une histoire et, s'il est à la fois suffisamment en colère et suffisamment humble, commencer une histoire entièrement différente. Je la remets, je ferme le tiroir, je vais me faire du café. Et cette fois, je le bois. Si vous êtes assis là où j'étais assis, à 55, 60, 65 ans, convaincu que la fenêtre s'est refermée, j'ai besoin que vous m'entendiez dire ça clairement. La fenêtre ne s'est pas refermée. Vous n'êtes pas trop tard. Vous n'êtes pas trop vieux. Ce que vous êtes, c'est expérimenté. Ce que vous avez, c'est un savoir. Le vrai, celui qui se gagne, celui qui a pris des décennies à accumuler et qui ne peut pas être simulé ni précipité. Vous avez quelque chose qu'un jeune de 25 ans ne peut pas acheter. La seule différence entre vous et les gens qui ont compris ça plus tôt, c'est que personne ne vous a fait traverser l'espace entre les deux. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une éducation incomplète. Et les éducations incomplètes peuvent être achevées. J'en suis la preuve.
Je ne laisse pas à mes petits-enfants une fortune, je leur laisse une preuve. La preuve que leur grand-père, qui a pointé pendant 43 ans et est reparti avec presque rien, s'est assis à une table de cuisine à 68 ans en pleine nuit avec une colère froide et un trombone rouillé et a décidé que la leçon commençait maintenant. Cette preuve vaut plus que l'argent. Parce que l'argent finit par s'épuiser. Mais une histoire comme celle-là, une histoire qui dit qu'il n'est jamais fini, qu'il n'est jamais trop tard, que la carte existe et que n'importe qui peut la lire, cette histoire, elle ne s'épuise pas. Cette histoire se transmet et elle commence avec quelqu'un exactement comme vous, qui décide ce soir que c'est là que tout change.